Moi, j'ai un avantage qui est considérable, c'est que j'habite dans un coin qui est à l'orée de la forêt. J'entends les petits oiseaux, il n'y a pas de bruit, c'est le paradis. Perchissime, le magazine audio du Perche. Perchissime vous invite à prendre le temps de rencontrer des habitants du Perche qui, pour ce qu'ils sont ou par ce qu'ils font, contribuent à façonner le caractère et la vie du territoire. Vous les entendrez raconter leur histoire avec le Perche, recommander les lieux qu'ils préfèrent et confier la façon dont ils font vivre la région. Vous y découvrirez des histoires de vie singulières, des talents peut-être insoupçonnés et des adresses méconnues. Je suis Amélie Dague et je vous souhaite la bienvenue dans Perchissime. Pour ce tout premier épisode, je n'ai pas eu à aller bien loin puisque j'ai interviewé mon voisin. On pourrait le présenter comme un créatif touche-à-tout. Vous avez peut-être déjà vu quelques-unes de ses photos en passant à Fontaine-Simon. Elles sont exposées au bord de la route, le long du stade, depuis le printemps 2023. C'est le genre de photographe qui fabrique ses appareils photo, pour vous donner une idée du bonhomme. Il est aussi auteur de livres de photographie et sa production est foisonnante. On sent bien que dans tout ce qu'il fait, il s'amuse. Mais quel est le secret de son increvable enthousiasme ? C'est surtout un monsieur d'une grande gentillesse, vraiment, plein d'humour. Et il a une qualité rare, c'est qu'il sait voir les talents des autres. Il s'appelle Didier Leplat et nous avons enregistré la conversation que vous allez entendre chez lui, à La Ferrière, à Fontaine-Simon, au tout début de l'été 2023. Cet épisode est accompagné de la douce musique de Cahouette et je remercie sincèrement Marion et Cédric de me l'avoir confié. Je suis arrivé ici en 1980. À l'époque, je ne savais même pas que c'était le Perche. C'était en Eure-et-Loire. Je venais de Dreux, c'était pas loin. Et j'ai appris que c'était le Perche bien plus tard. On parlait pas du Perche alors à l'époque. Le Perche, bon, c'était une région qui existait peut-être, mais il n'y avait aucune communication dessus. Et alors mon amour du Perche a mis bien longtemps quand même à arriver, parce que les 10 premières années que j'ai passées à la Loupe, j'étais dans une imprimerie comme directeur de création, et j'étais sollicité tellement que j'avais rien d'autre à faire, je pouvais pas rien faire d'autre. Tu travaillais tout le temps. Je travaillais à fond, je pouvais même pas faire des photos, alors que c'était ma passion et mon métier en même temps. Et c'est seulement fin 90 à peu près, où avec un ami, on a décidé de créer une agence de com sur Paris. Mais moi, je restais quand même en Eure-et-Loire. Alors à l'époque, c'était compliqué parce que quand on disait à nos clients parisiens que le studio de création était en Eure-et-Loire, les gens disaient « Oh là là, c'est loin, vous allez jamais pouvoir venir pour les rendez-vous. » Bon, ça encore, c'était bien quand ils nous traitaient pas carrément de plouc. Donc c'est agréable. C'est vachement agréable. Surtout que pour la créa, pour réfléchir sur plein de problèmes, rien de mieux que la campagne, le calme, les petits oiseaux, et c'était vraiment magnifique. Bon, on a quand même tenu bon, et ma foi, l'agence a duré jusqu'en 95, où là il y a eu un problème entre mon associé, ce qui fait qu'on a dû s'aborder la société. Enfin bon, ça c'est des détails qui arrivent. Les choses de la vie. Les choses de la vie. Et avec ma fille, en 96, on a recréé une nouvelle agence de com qui s'appelait Souris Verte. Et là, on l'a créée à la Loupe. Et là, on se cachait pas qu'on était déjà un peu plus dans le Perche. Et nous, ce qu'on a essayé de faire au départ, c'était justement d'essayer plus de trouver notre clientèle
au niveau de la région, autour de nous, plutôt que d'aller sur Paris. Bon, par contre, c'était beaucoup plus difficile de trouver des clients au niveau de la région. Vos clients étaient des entreprises? Nous, c'était essentiellement des entreprises, parce qu'on était un studio de création graphique, on faisait des brochures, des plaquettes, des prospectus, des affiches, enfin des bouquins, tout ce qui nous, nos spécialités, c'était un peu avant l'impression. La conception, la création graphique, les photos, jusqu'à l'impression. Et tout ça, c'était avant Internet? Oui et non, parce que dès 96, nous, on s'était mis tout de suite sur Internet, puisque ça commençait. Et on a eu comme client, aussi extraordinaire que ça puisse paraître, une petite société à la loupe. On avait la Sofres comme client. Et on leur a fait un site Internet qui était leur charte graphique. C'était un groupe international. Et il fallait que dans le monde entier, toutes les cartes de visite, tous les papiers à lettres, tout ce qui était impression papier soit normalisé. Et pour ça, on a fait un site internet consultable du monde entier avec toutes ces références-là en français, en anglais. Tout. 96. Pas mal. Ah oui. Donc ça nous a mis un peu, on est là, c'est bien, on tombe au bon moment, on va pouvoir se lancer sur Internet. Donc on a fait ça, 96, 97, et puis après, nous, l'informatique, enfin du moins la partie Internet informatique s'est développée d'une manière considérable. Et ce qui fait que moi, j'ai très vite été largué, parce que moi, je suis graphiste, je suis photographe, je travaille l'image, mais l'informatique, c'est pas mon domaine. Donc, on s'est très vite recentré sur notre travail graphique. Et la Souris Verte a existé jusqu'à quand? Jusqu'en 2016. Ah oui. Ouais, où là, j'ai eu la possibilité de prendre ma retraite. Et ma fille, qui était gérante de l'entreprise, initialement devait continuer. Sauf que c'est un marché qui était très difficile pour nous, qui était en voie pas de disparition, mais d'extinction. À prestations égales, les prix étaient de plus en plus faibles. Ouais, je comprends. Donc il y a un moment, faut quand même. Nous, on faisait ça pour gagner notre vie. On n'avait jamais fait ça pour gagner des millions, mais au moins payer nos salaires. Et c'était de plus en plus dur, quoi. Donc on a carrément arrêté Souris Verte. Tu parlais de ce que tu avais essayé sur le web, les prémices en fait. Toi, tu as toujours été un inventeur. Moi, je suis toujours un côté novateur. Là, l'intelligence artificielle, on en parle depuis le mois de novembre. J'en suis à mon 3e livre que j'ai créé. J'écris les textes, mais je me sers des textes pour créer les images qui vont bien avec. Parce que, il faut pas oublier que mon père était inventeur. Mon père, il a inventé plein de trucs. Il a déposé plus de 350 brevets. Il a jamais été embauché par qui que ce soit. Il était autodidacte. Et il a toujours travaillé, vendu, créé, cherché, trouvé et vendu ses brevets. Un qui est assez connu, que tout le monde peut s'imaginer très facilement, c'est quand on fait le plein de sa voiture avec le pistolet et que ça s'arrête quand on arrive au plein. Voilà, c'est mon papa qui a mis ça au point, qui a déposé le brevet, qui a fait tous les papiers pour normaliser, pour que ça soit aux normes et tout. Ouais. Ah, ça y est, c'est bon. Maintenant, chaque fois que je vais faire le plein, je vais penser à ça. Voilà, c'est ça. Et en fait, j'ai tout pompé, pas... Oui, donc tu as grandi là-dedans. C'est un état d'esprit, une façon de voir les choses, une façon de les analyser. Et moi, je suis un créatif, quoi. Je suis quelqu'un qui... faut que je cherche, j'essaie toujours de trouver des choses nouvelles, modifiées. Je suis pas quelqu'un qui va m'asseoir sur le passé ou sur l'existant. Il y a toujours plein de choses à faire, à transformer, à modifier, même dans mon travail, je fais plein de choses. Donc, depuis 2016, tu te consacres pleinement à la photo, c'est ça? Alors, oui, on va dire la photo, mais il n'y a pas que la photo. Pour moi, la photo, ça fait partie de
mon domaine, que je connais très très bien parce que ça a été ma passion dès l'âge de 10 ans. J'ai fabriqué des appareils photo, j'ai fait plein de trucs. Mais c'est le côté graphique, parce que ça peut être aussi bien un dessin, même si je suis pas très dessinateur, mais ça peut être une image, ça peut être... Moi, ce qui est important, c'est le côté graphique. Évidemment que ça soit en numérique, en argentique, avec l'IA, peu importe. Moi, ce qui m'importe, c'est le résultat. C'est ce que je vois. C'est l'équilibre des masses, des formes, des couleurs. C'est la sensibilité qui va s'en dégager. Alors, qu'est-ce que tu préfères dans cet acte de création ? La liberté, déjà. Et puis surtout j'ai un petit bouquin que j'ai fait qui s'appelle « Les bissections symbolisantes et les hyperbolisations sympathiques ». Wow. C'est prendre deux choses qui n'ont aucun rapport l'une avec l'autre pour en recréer une troisième. Et ça, c'est ma façon de penser. C'est ma façon de créer. Donc aujourd'hui, tu crées, tu exposes, tu produis des livres. Ouais. Je fais des expos, ouais, c'est ça. Je fais des dédicaces. Ton dernier livre s'appelle ? Il s'appelle Rien. Alors c'est une idée bête, puisque sur l'intelligence artificielle, maintenant, pour avoir des images, il suffit de taper des mots. Donc à bien les choisir, à bien les réfléchir. Et un matin, il m'est venu à cette idée en tapant comme à mon intelligence artificielle, qui s'appelle Midjourney, avec lequel je travaille pratiquement tous les jours. Je lui ai posé la question, rien, moins que rien, et plus s'il le faut. Et j'ai une image qui m'est apparue, qui m'a vraiment, ça m'a stupéfait, et je suis parti de ça. Et après, j'ai fait des variantes, demandé d'autres images, et ça m'a donné des idées pour écrire un texte. Et le texte, comme ça part de rien, justement, donc ça commence rien, et ça se termine, rien. Donc la boucle est bouclée. Alors après, les images, je les ai toutes retravaillées quand même. Elles sont toutes en noir et blanc, je les ai retravaillées pour redonner quand même la quintessence à l'image. Et puis pour brouiller un peu les pistes, dans le livre, où il y a une 50aine d'images, il y en a quelques-unes, c'est des vraies. C'est des vraies photos. Enfin, ce ne sont pas créées par l'intelligence artificielle. Et si on arrive à les reconnaître, qu'est-ce qu'on gagne ? Rien. La gloire. Voilà. Qu'est-ce qu'on t'a dit de plus beau sur Rien ? Ce qu'on me dit surtout, c'est pas... Déjà, c'est aussi une découverte par rapport à ça. C'est par rapport au texte que j'ai écrit. Je me sens pas du tout littéraire, faut pas non plus. C'est une histoire que j'ai racontée. C'est un style un peu spécial puisque j'essaye de mettre le lecteur dans la situation s'il se trouvait face à ce que j'explique. Rien. C'est un peu ce qu'on imagine quand on veut s'établir. On part de 4 murs et petit à petit, on élabore sa vie autour. Et puis, certains détails nous font craquer, tel cet entourage de portes qui vient métamorphoser cet assemblage de murs mis à l'équerre dans la plus profonde banalité. On a vraiment envie d'y aller, de rentrer dans cet espace dans lequel nous aimerions finalement bien vivre en y apposant les objets, les attributs, les souvenirs de notre passé. Moi, je placerais bien le petit bureau sur ce coin droit, et puis au fond, pourquoi pas la chambre, là où la lumière se diffuse, afin de m'augurer de douces nuits avec ma compagne. Rien, moins que rien, et plus s'il le faut. Didier Leplat, 2023. J'aimerais qu'on revienne à ce territoire qui est le nôtre, quel que soit le nom qu'on lui donne. Quand tu penses à chez toi, quelle image te vient à l'esprit ? Toi qui es un homme d'image et de création. Alors déjà, moi j'ai un avantage qui est considérable, c'est que j'habite dans un coin qui est à l'orée de la forêt. J'entends les petits oiseaux, il n'y a pas de bruit, c'est le paradis. En plus, moi j'aime bien travailler dans le silence. C'est-à-dire, j'ai pas de musique, j'ai rien. J'aime bien le silence, mais les oiseaux me dérangent pas. Et c'est tellement agréable de vivre au calme, où tout est possible. Alors certains diront oui, mais il y a rien. Pas forcé. Il y a rien parce qu'on ne cherche pas. Sinon, il suffit de bien chercher et de tout trouver, quoi.
Toi, en tout cas, pour ton acte créatif, être ici au calme, c'est ce qu'il te faut. Moi, d'être au calme comme ça, c'est vraiment ce qui me sied le plus, parce que ça permet vraiment de se ressourcer si on a besoin, de faire le vide pour pouvoir créer. Qu'est-ce que tu préfères dans ce territoire ? Alors déjà, on a des paysages là, je parle en tant que photographe, on a des paysages sublimes qui varient d'un coin à une autre. Il y a des petits vallonnements, il y a des bois, il y a des petits bosquets. Puis en plus, on a une architecture vraiment fantastique, majestueuse, avec des beaux manoirs, avec des belles pierres et tout. Et bon, puis en plus, il y a l'avantage, c'est que ici, je suis à 10 minutes de n'importe quel bel endroit, quoi. Alors moi, ma spécialité, c'est les ciels. Et là, j'ai une chance incroyable, c'est que, bon, mis à part là, c'est depuis 4-5 jours, on n'a pas de beaux ciels. Ils sont tout bleus, donc ça, c'est pas mes ciels favoris. Mais on a toujours des beaux ciels gris avec des beaux nuages bien denses qui donnent du contraste, du caractère à l'image. Et aux perches en même temps. J'avais un rendez-vous à Paris. Et puis, c'était l'hiver, je me souviens. Je sortais de Paris. Et là, il y avait un camion qui s'est mis en travers sur la route, bloqué pendant 6 heures. Un peu, c'était sur l'autoroute. C'était l'époque où il n'y avait pas de téléphone portable en plus. Donc on s'inquiète toujours pour les gens qui vous attendent. Et c'est là qu'on réfléchit, qu'on dit quand même quelle chance on a de vivre dans des endroits calmes, sereins, où il n'y a pas le stress, où il n'y a pas tout est pressé, rapide, faut tout faire tout vite, faut tout bâcler en fait. Et on n'a pas le temps de vivre, on n'a pas le temps de regarder les choses ni de les admirer. Est-ce que tu as une saison préférée ici ? Moi, j'aime bien le printemps. Alors, c'est pas forcément par rapport à... c'est sûr, ça peut être très mal pris, mais bon, parce que j'adore le jaune du colza, mais apparemment, ils n'aiment pas trop ça, les gens ici. Ça me fait faire des photos magnifiques, quoi. Jusqu'au mois de mai, je m'éclate, quoi. Puis là, depuis 2 ans, j'ai un drone, donc en plus, ça me permet de survoler, de faire des trucs magiques, quoi. Et l'automne aussi, j'aime bien. Par contre, j'aime pas l'été parce que, alors les champs, souvent, sont gris, sont blancs. Quelle est l'odeur du perche, l'odeur caractéristique du perche pour toi ? Je pense à la forêt. Là, j'ai été beaucoup en forêt de Senonches parce que j'ai eu l'occasion de faire des photos pour un livre. Je suis allé pendant plus d'1 an, dès que, en forêt de Senonches, c'est vrai que c'est pas loin d'ici. Et j'ai fait énormément de photos, aussi bien la nuit, les jours de pleine lune, l'hiver, sous la neige. J'ai fait vraiment toute saison, tout était possible. Et l'odeur de la forêt, un jour de pluie, ça c'est magique, quoi. Bon, le son, je pense que tu m'as répondu. Tu parlais des petits oiseaux, c'est ça ? Oui. En plus, j'ai la chance ici, ils viennent, je leur donne des graines sur la fenêtre. Alors non seulement j'ai catégorie dingue d'oiseaux, ça peut aller du piquet-pêche au bouvreuil, au gros bec, au citel torche-peau, j'ai des pinsons, j'ai des bruants jaunes, enfin bon, les mésanges, alors il y a toutes les couleurs, il y a des huppées, des blanches, enfin pas des blanches, des nonnettes qui sont grises, il y a les bleues, les charbonnières, et en plus j'ai des écureuils aussi qui viennent maintenant manger. Et si je te demande tes 3 endroits préférés sur le territoire, tu penses à quoi ? Alors, j'aime bien aller à Courboyer. Il y a des balades à faire qui sont vraiment dingues. Qu'est-ce que tu aimes là-bas ? C'est d'être tranquille, de prendre des chemins et à chaque fois de trouver des choses nouvelles. La forêt de Senonches. Là, j'ai répertorié tous les arbres remarquables. J'en ai même trouvé que j'ai remarqué moi-même. D'ailleurs, je l'ai appelé, il y en a un, il est en photo, la fontaine Simon-Gémis, je l'ai appelé l'arbre glouton. Parce qu'il est en train de manger un panneau d'indication. Et je trouve que c'est dommage qu'il ne soit pas mis en arbre remarquable quand même. Puis après, en 3e lieu, là en ce moment, je tourne un film sur l'Huisne. Et j'ai découvert cette rivière, et des petits endroits qui sont vraiment super fantastiques, quoi. Il y en a un, c'est pas loin de Condé-sur-Huisne. Il y a juste un peu avant, il y a un petit pays, je me rappelle plus le nom, mais il y a un petit coin pour pique-niquer qui est super bien, quoi. Un petit pont, on se met
on est tranquille. Donc, tu arpentes ce territoire depuis 40 ans et tu découvres encore des coins que tu ne connais pas. C'est l'avantage du Perche. Ouais. Que je connais. Tu es impliqué dans pas mal d'associations, j'ai l'impression. Oui, c'est vrai. Alors, moi-même, j'ai été président des indépendants. Je suis toujours président des indépendants de Perche depuis 2002. J'ai organisé, je sais plus combien de centaines d'expos. Donc ça regroupait des artistes et des créateurs, c'est ça ? C'est ça. Nous, on faisait des expos. Alors, on en faisait à Illiers, on en faisait à Bélem, on en faisait à Bonneval, on en faisait à La Loupe, à Nogent et à Thiron-Gardet. Ça n'existe plus. Bon, il y a eu pas mal de choses. Moi, j'ai voulu arrêter un petit peu l'escalade parce que ça devenait trop une entreprise à la fin. Alors, à La Loupe, pendant 10 ans, j'ai créé un festival photo. Ah. De 2008 à pratiquement 2016, voilà. J'ai fait venir des photographes du monde, pratiquement du monde entier. Je faisais des conférences. J'ai organisé, j'ai fait participer tous les clubs photo de Chartres, de Brou, de Châteaudun. Ils venaient, ils s'occupaient, eux, ils avaient les salles du premier, ils faisaient des démonstrations, il y avait plein de trucs. Moi, je faisais des conférences. Au bout de 10 ans, j'en pouvais plus, quoi. Moi, j'invitais à peu près 50 personnes, quand même, 50 artistes. Chacun amenait entre 4 et 6 toiles. Ça faisait une belle expo. Et puis, en plus, l'autre avantage, c'est qu'il n'y avait aucune sélection. C'est-à-dire, le choix n'était pas fait sur, entre guillemets, la qualité des œuvres, mais plutôt la qualité des gens. C'était plus un échange. C'était quelque chose de très humain, de partage et tout. Et il n'y avait pas la sélection par la qualité, entre parenthèses, de l'œuvre artistique, qui est souvent, je trouve, dommageable par rapport aux gens qui le font. C'est-à-dire, c'est pas parce que la personne, elle est peintre du dimanche, qu'elle va faire sa petite toile, qu'il faut mal la considérer, alors qu'elle a pris énormément de plaisir à le faire, et c'est pas pour autant qu'elle n'aurait pas le droit de l'exposer. Alors, quelle est ton actualité aujourd'hui, à part rien qui est sorti récemment? Un deuxième qui sort qui s'appelle Peur, et puis là j'en ai créé un autre sur, c'est plutôt de la science-fiction, parce que les premières images que j'ai créées avec Midjourney, donc l'intelligence artificielle, sont des images style steampunk, Jules Verne, et les images sont assez sympas, et j'aime pas faire que des images, parce que pour moi ça suffit pas. J'aime bien raconter une histoire avec les images, et le texte aide, et inversement. Et donc depuis janvier, je cogite à ça. Puis là j'ai trouvé un point d'achoppement pour arriver à écrire dessus. Donc je suis parti sur le temps qui passe, c'est-à-dire le passé, le présent et le futur. Donc le futur va me permettre de partir au niveau de la science-fiction. Et pour l'instant j'ai attaqué le passé, le présent, et j'en suis au futur. Très bien, donc c'est ton prochain livre. Ouais, je suis dessus en ce moment. Ouais. T'arrêtes pas, quoi. Non, j'ai que ça à faire. Mais tu pourrais ne rien faire. Ouais, mais oui, rien, mais non, c'est pas mon tempérament, quoi. J'ai toujours été le cerveau qui bouge, donc il faut faire des choses. Alors après, bien sûr, les indépendants du Perche, l'association n'organise pas d'expo, mais tous les mois, on a une newsletter qui s'appelle Lego du mois. Donc on est 6, 7, 8, ça dépend des fois, à travailler sur des thèmes donnés. Et en parallèle, il y a un film à chaque fois, un petit film. Qui est souvent très drôle. On essaye. Vous avez l'air de vraiment vous marrer. C'est du boulot, mais... De belles tranches de rire aussi. Ouais, c'est ça, ouais. Et puis, on a une chaîne YouTube pour ça, et ça fait quand même... Alors, la vidéo n'a commencé qu'il y a 6 ans, maintenant. Mais il y en a régulièrement une tous les mois. Tu m'as pas parlé du trombinotron encore. En fait, j'avais 10 ans. Je suis tombé amoureux de la photo suite à la visite d'un de mes cousins chez lui. Il m'a fait visiter, on est allé au grenier, et il avait organisé un petit labo photo avec des assiettes à soupe, c'était très sommaire. Et il m'a montré comment on développait les photos. Et forcément, je suis tombé dedans. C'est magique. La lumière rouge, l'image comme ça qui apparaît, voilà, bim. Donc, ça a été ma passion tout jeune. Et puis
J'ai construit des appareils photo, mon père inventeur, ça permet beaucoup de choses aussi. Hein. Et puis, je crois que j'avais 18 ans, je venais d'avoir mon permis de conduire, et à l'époque, ma mère, elle travaillait chez une amie qui avait une pâtisserie. Et puis, cette dame-là, elle avait une mère dont le mari était photographe à Chartres. Il s'appelait Monsieur Vaneuve, qui était photographe dans les années 50. Et ce monsieur, décédé, il avait plein de matériel que sa femme gardait. Et donc la dame a dit à ma maman, il y a plein de matériel photo, si ça peut intéresser votre fils, faut venir les chercher à Nice. Et donc moi je venais d'avoir mon permis, ma tante m'avait donné une 2 chevaux, et ça m'intéressait, donc avec mon père, hop, on descend tous les deux, on va jusqu'à Nice, et j'ai ramené une chambre photo 18-24 en bois des années 30, avec un objectif de 1890, Air Magis, un portrait, un truc magnifique. J'ai ramené aussi une autre chambre plus petite, enfin, plein de trucs intéressants. Et puis, puis après, moi j'ai suivi ma vie, hein, j'ai fait mon studio photo, machin, tout, puis ça restait toujours, je l'avais toujours avec moi, sans forcément m'en servir. Et puis, au studio qu'on avait à la Loupe, la Souris Verte, au 2e local où on était rue de la Gare, en bas, il y avait une vitrine. Et pour la déco, j'avais mis un pied en bois et cette chambre-là. Et puis un jour, je vois la chambre, je l'avais mis, elle était ouverte, donc on voyait l'image sur le dépoli de la rue qui était à l'envers. Puis un soir, en partant du bureau, je vois l'image à l'envers sur le lit. Et j'ai dit, tiens, mais si je la prenais en photo? Donc j'ai pris la photo et j'ai vu que c'était impressionnant, enfin top. Et c'est là qu'est venu le trombinotron, c'est-à-dire j'ai transformé tout ça dans ma tête pour refaire un prototype, pour pouvoir faire du portrait. Et je me suis servi de ce fameux objectif de 1890 que j'avais depuis l'âge de mes 18 ans, que j'avais été chercher à Nice, comme base. Mais ça fonctionne encore ou tu as dû le faire réparer? Non, un objectif, ça fonctionne à vie. Il n'y a pas de champignons sur les verres, il est sous propre et tout. Donc j'ai construit un premier prototype en carton pour faire les essais. Ça marchait bien, donc après j'ai fait un deuxième prototype un peu plus solide, mais qui était pas vraiment très beau. Puis là j'en ai reconstruit un 3e qui est, j'ai fait des trucs en laiton pour que ça fasse époque. Et tu fais des portraits avec ça? On peut venir te voir et se faire tirer le portrait avec le trombinotron? Exactement, ouais, tout à fait. Et là j'ai un projet d'en faire un autre différemment, parce que j'ai un autre objectif, alors qui est peut-être certes moins beau, mais qui a un effet encore plus fort. Et je voudrais le faire d'une manière un petit peu différente, de sorte qu'il prenne moins de place. Et en termes de rendu, qu'est-ce que tu peux faire avec le trombinotron que tu ne peux pas faire avec des appareils modernes? C'est la profondeur de champ, la façon de l'objectif. C'est l'objectif qui fait l'image, là. Ouais. Qu'est-ce que je peux te souhaiter? Écoute, de profiter le plus possible de ma retraite. Pour l'instant, j'ai attaqué les 70 et j'espère que ça va durer le plus longtemps possible. Là, en ce moment où je suis en pleine forme, j'en profite au maximum. Merci Didier. Non, mais c'est moi, c'est sympa. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Pour découvrir le travail de Didier Leplat, je vous invite à visiter son site internet didierleplat.com, tout accroché, et il y a un T à la fin de Leplat. Si vous voulez en savoir plus sur la musique de Cahuète et connaître les dates de leurs concerts dans le Perche et ses alentours, rendez-vous sur cahuète.fr. Cahuète s'écrit C-A-H-U-E-T-E. Enfin, si vous aimez Perchissime, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à suivre son actualité sur Facebook, sur Instagram ou sur le site perchissime.fr. À très bientôt!